Alors, comme vous le disiez, la collection elle est née en 2018. En fait, cette collection elle a un petit peu une histoire, c'est que je collabore à La Montagne Alpinisme, qui est le magazine du Club Alpin Français, dans lequel je publie depuis longtemps maintenant des portraits de personnalités qui ont une passion pour la montagne. Et parmi ces personnalités, donc, j'ai rencontré Étienne Klein, que j'ai interviewé il y a maintenant quelques années, donc j'avais trouvé attachant et passionnant. Et puis entre-temps, les éditions Artaud m'ont contacté pour approfondir ces portraits et engager une collection, effectivement, comme vous disiez, de livres d'entretien, sachant qu'en fait on est parti sur et par la montagne. C'est une collection qui comptera dans quelques jours 9 titres. Aujourd'hui, elle est plus sur l'idée plutôt globale, mais Étienne Klein, là, la démarche qu'on a entreprise en fait pleinement partie, c'est l'idée de comprendre le rapport d'un auteur à un territoire, de comprendre ce que ces territoires lui apportent dans sa vie d'homme, de femme, d'auteur, d'autrice, et donc d'interroger, de raconter une histoire autour du milieu naturel. Donc on a commencé par la montagne. On a continué après avec des auteurs comme Marie-Hélène Lafont, que peut-être vous connaissez, qui, elle, a grandi dans le Cantal, en moyenne montagne. Et dans quelques jours, paraît un livre avec Chantal Thomas. Donc là, on change radicalement de milieu, puisqu'il s'agit de la mer et de la nage. Mais pour autant, et c'est ce qui me frappe moi, et j'ai parlé de ce livre à Étienne il y a 2 heures de ça, parce qu'il y a comme des correspondances, en tout cas des questionnements communs qu'on peut lancer sur tous ces personnages et leur rapport à l'élément naturel, que ce soit la roche, la neige, l'eau, le sable. C'est assez intéressant de voir comment l'activité physique, comment le corps a des rapports assez étroits avec l'esprit. Et Étienne en parle très bien, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos du livre qu'on a fait ensemble. Donc voilà, un petit peu cette collection s'est développée, donc elle compte 9 titres aujourd'hui. Et en tout cas, ce qui s'est passé pour Étienne Klein, c'est que voilà, je l'avais rencontré dans le cadre de ses portraits pour la revue du Club Alpin Français, et qui m'a paru évident, lorsque la collection s'est lancée, qu'il fallait proposer un livre à Étienne Klein pour creuser ce que l'on a fait en fait, au fil de pas mal d'entretiens, parce que construire un livre d'entretien, c'est quand même cheminer avec la personne, c'est avoir de longues et nombreuses discussions avec elle, et ça met son temps. Du reste, depuis qu'on a mené, Étienne et moi, ces entretiens, on a tous les deux évolué, le temps a passé, donc il a eu d'autres expériences en montagne dont il nous parlera, puisque ce que le livre rapporte par les mots aujourd'hui, depuis il s'est passé d'autres expériences, et il est possible, et il nous en parlera, que son rapport à la montagne, ses expériences, ait fait évoluer, modifier ce qu'il ressent et ce que la montagne lui inspire. Et donc c'est vrai que la première question qu'on a envie de vous poser à tous les deux, c'est du coup, comment personnellement vous deux vous êtes arrivés en montagne, comment vous avez rencontré ce milieu? Je vous laisse... T'es chaud là. Moi en fait j'ai une vieille histoire avec la montagne, et pour moi c'est très émouvant d'être à Chamonix, parce que en fait, mon père était membre du Club Alpin, et quand j'étais enfant, donc il m'a amené en montagne ici. Et après, par contre, on a plutôt pratiqué la montagne dans le... En fait, mon père trouvait que le temps ici, parfois, était un peu bouché. Donc, il a décidé d'aller dans les Hautes-Alpes. Ce qui fait qu'on a passé toutes nos vacances... j'ai passé avec mes parents toutes mes vacances à Villeneuve-la-Salle et à Montier-les-Bains, donc dans la vallée de la Guisane. Et donc, c'est là, avec lui, que j'ai appris l'escalade, l'alpinisme, et pris le goût pour la montagne. Et le hasard a voulu, est-ce que le hasard en est un d'ailleurs, que très longtemps après... je cherchais un emploi, il était abonné au magazine Club Alpin, il me dit « recherche un journaliste, tu pourrais peut-être postuler ». Donc il s'est trouvé que la montagne a rejoint la famille, la passion, et puis après les écrits. Je ne soupçonnais pas du tout à l'époque engagé au Club Alpin, ça remonte à 25 ans, je serais amené à faire ces portraits, et il y a plus forte raison à diriger cette collection. C'était absolument pas, ça fait partie des beaux cadeaux de l'existence. C'est vraiment des choses qui n'étaient pas prévues. Et voilà, donc tout ça s'est intriqué pour que la dimension affective, familiale, se mêle, et que ça soit une partie de plus en plus importante de ma vie. Merci. Et du coup Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais dire un petit mot du livre parce que j'aime bien le regarder. C'est un livre qui m'a coûté aucun travail par rapport aux autres. Il faut faire la recherche, il faut écrire. Là, grâce au talent de Fabrice qui pose des questions,
qui écoute, qui relance. Et il a suffi qu'on se voit pendant quelques heures, qu'on parle, à plusieurs reprises, mais c'est quand même une durée globale assez courte. Et paf, ça fait un livre. Donc, vu comme ça, c'est cool, quoi. Pour ma découverte de la montagne, moi je ne suis pas du tout d'une famille de montagnards. Adolescent, je lisais des livres de montagne, mais pour moi c'était un milieu complètement lointain, que je n'avais jamais fréquenté, mystérieux. Et en fait, je l'ai découvert pour la première fois ici à Chamonix. Après les concours aux grandes écoles, je suis tombé malade. Et mes parents, on était une famille nombreuse, donc on avait l'habitude de partir à la campagne avec une grosse voiture, on était 7 enfants. M'ont dit, pour toi, on va faire une exception, tu peux choisir un stage de ce que tu veux. Et un peu au hasard, j'ai choisi de faire le tour du Mont Blanc avec l'UCPA. Et donc je suis arrivé par le train de nuit ici, et j'ai découvert le spectacle des montagnes qui m'a complètement envoûté, avec l'idée que c'était là où ça se passe, mais pour moi, les alpinistes étaient des gens d'une autre espèce humaine que la mienne. Donc j'ai pas du tout songé à faire de l'alpinisme à cette époque-là, d'autant plus que j'avais vu des alpinistes polonais descendre directement du Mont Blanc par le glacier des Bossons jusqu'à la route, chose qui aujourd'hui est impossible. Mais les gars étaient encordés et visiblement ils étaient dans le gaz, quoi. Ils étaient, je sais pas, ils avaient un regard halluciné. Et j'avais eu l'impression en effet que c'était des gens d'une nature et d'une condition physique et d'un tempérament très très différent du mien. Et donc pendant des années j'ai fait des randonnées avec des amis. Donc le tour du Mont Blanc, puis le GR20, puis le tour du Mercantour, etc. Et en fait, c'était une sorte d'agence matrimoniale ambulante. C'est-à-dire, je prenais des copains un peu seuls, des copines un peu seules. Je leur disais, bah tiens, on va aller faire le tour de je sais pas quoi. Ils venaient, puis à la fin, ça faisait... Il y a eu 7 mariages quand même, comme ça. C'est bien. Pardon ? Non, mais on ne le dit pas assez, parce qu'aujourd'hui les gens sont sur Tinder. Non, c'est comme ça que ça marche, si je veux dire. Il faut marcher. Et sur les 7 mariages, je n'ai eu qu'un divorce. Et ils se sont remariés. Donc, Tinder a des statistiques beaucoup plus faibles. Bon, enfin, voilà. Et puis en fait, quand on a fait le GR20, en fait, ça s'est pas très bien passé, parce que dans le GR20, il y a des passages un peu délicats, notamment le passage du Cerf de la Solitude. Et là, certains ont paniqué, ont eu du vertige, etc. Et ça a rendu l'ambiance assez pesante. Et après, je me suis dit, je franchis le cap alpinisme. Et j'ai fait un stage avec Terre d'Aventure pour m'initier à l'alpinisme. Et j'ai adoré ça. Et ensuite, j'ai pendant des années grimpé avec Bruno Martin, qui habite à Servoz. Et la première course qu'on a faite, c'est l'arête des Cosmiques. Et il y a 15 jours, on l'a refaite, donc 30 ans plus tard, je crois. Et on a vu combien elle avait changé, quoi. Et donc, sur une période assez courte, on voit quand même les effets du changement climatique qui sont visibles en quelques décennies, quoi. Et ça, c'est sujet de préoccupation. Donc voilà comment j'ai découvert la montagne. Et c'est pas dans mes gènes. Aucun de mes frères ou ma sœur ne fait d'alpinisme. Donc je ne sais pas à quoi ça tient. Il y a différentes hypothèses qu'on peut poser sur la table. Il y a beaucoup de physiciens qui ont fait de l'alpinisme. Mais est-ce que c'était un effet de leur culture? Est-ce que c'était un effet de leur milieu? Est-ce que c'est, comme le croient certains, parce que le type de paysage qu'on aime détermine le type de philosophie auquel on adhère? Il y a des gens qui disent que les Nietzschéens aiment les alpages. Il faut un peu de verdure, des cloches de vache. Les kantiens, ils aiment les arêtes effilées. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de physiciens qui sont kantiens, peut-être que c'est l'explication. Mais bon, je crois que non, ça c'est sans doute aussi l'expression un peu comme tu disais, Fabrice, de l'idée qu'il y a une intrication entre l'esprit et le corps,
qui est anti-cartésienne et qui me semble fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit et un corps, il y a une espèce de mélange très intriqué qu'on arrive à dédoubler dans certaines conditions, notamment dans l'ultra-trail. Dans l'ultra-trail, il y a quand même des expériences, non pas de sortie de corps, mais on dit l'esprit ou le mental, disons, on dit au corps qui ne comprend pas très bien où on l'emmène, l'esprit dit au corps, si tu m'aimes, suis-moi. Voilà. Je ne peux pas t'expliquer, mais suis-moi. Il suit plus ou moins bien, mais il y a une expérience de dissociation qui advient dans les situations de très très grande fatigue. Et donc je ne saurais pas vraiment dire pourquoi j'aime l'alpinisme, pourquoi je viens souvent ici. Ce que je sais, c'est que tant que je n'ai pas une idée de montagne, discuter avec Bruno ou un autre guide comme programme de l'été, ça ne va pas. Voilà. J'ai besoin d'un jalon dans le futur pour tenir le coup, quoi. Et tant que je n'ai pas mon inscription à l'UTMB, par exemple, avec le suspense du tirage au sort, c'est effrayant, on est tiré au sort. Il faut avoir des points, il faut tirer au sort, il faut avoir un certificat médical à jour. C'est quand même difficile. Donc il faut une inscription à cette course et puis une belle montagne à gravir. Et une fois que tout ça est fixé, je serai. Autre chose, j'ai une grande admiration pour les grands alpinistes. Parce que quand on fait de l'alpinisme, on voit la différence entre le niveau très moyen d'un amateur comme moi et puis le niveau de gens beaucoup plus forts qui sont autonomes, qui font des choses incroyables. Moi, je ne suis pas alpiniste, je ne suis pas autonome. Donc, le guide doit m'apprendre à faire des nœuds pour la 100e fois, quoi. Et alors, justement, on pourrait faire un peu un parallèle entre les pionniers de l'alpinisme et les pionniers de la science, par exemple. On en parle un peu dans le livre, justement, parce qu'il est vrai que tous les... Si on prend... Alors, de la science, la science, elle est née avant l'alpinisme. Non. Mais il y a une science, en tout cas une théorie qui est née après l'alpinisme, c'est la physique quantique. Et quand on regarde le nom de tous les pères fondateurs de la physique quantique, à l'exception de Paoli qui mangeait beaucoup de sucre, qui était diabétique, donc un peu enveloppé, tous les autres ont fait de l'alpinisme. Dans les années 20-30, que ce soit Fermi, Heisenberg, Dirac et en fait tous les autres, Gamow, etc. Et on peut se demander pourquoi. Et bon, peut-être que si l'Europe était plate comme la Beauce, quand on dit s'il n'y avait pas de montagne, peut-être qu'il n'y aurait pas de physique. Moi, je pense que le fait d'assister, de voir des paysages qui sont très variés, qui permettent de changer de point de vue, d'avoir des conditions météo qui changent tout le temps, ça empêche la pensée de se fixer. Et c'est les variations de ce qu'on vit qui permettent à la pensée d'évoluer elle-même et d'avoir peut-être des idées qu'on n'aurait pas autrement. Il y a un très beau texte d'Einstein dans lequel il dit, finalement, construire une théorie, c'est comme monter une montagne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en haut, on ne voit pas le village d'où on est parti de la même façon. Il y a un changement de point de vue. Et c'est ce que fait une nouvelle théorie. Une nouvelle théorie change la façon qu'on avait de comprendre avec l'ancienne différents phénomènes physiques. Et je crois que c'est une idée qui n'est pas systématiquement juste, mais qui est parfois juste. Et on sait bien quand on revient au point de départ, après une course en montagne, on n'est pas dans les mêmes dispositions qu'au moment de partir. Il s'est passé des choses. On revient au même endroit, mais pas dans le même état, ni psychologique, ni physique, ni intellectuel. Et je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'est une expérience que je ne peux pas vivre autrement que par l'alpinisme. Un footing, ça ne marche pas si bien, la randonnée non plus. Il faut des moments comme ça de très grande concentration. Pas trop long, n'est-ce pas, François Milano? Ouais. Non, mais quand il faut être concentré des heures et des heures, c'est fatigant, mais quand il faut être concentré dans les passages difficiles, l'esprit se contracte dans un petit volume d'espace-temps, et puis une fois qu'on est à nouveau dans un terrain plus facile, c'est comme un gaz qu'on a comprimé, il y a un effet de détente, et l'esprit, il y a une ouverture d'esprit, comme on dit à France Culture,
on voit les choses plus largement, autrement. Et c'est une forme de méditation, en fait. Moi, je ne sais pas faire de méditation, j'ai essayé. J'ai même écouté des DVD pour me former à la méditation, mais je m'endors avant le... Moi, j'y arrive pas. Et puis, cette idée qu'on doit regarder les idées passées comme passent les nuages. C'est ça la méditation. Les idées sont comme les nuages, il faut être indifférent aux idées. Mais on a tellement peu d'idées, quoi. Quand il y en a une, il faut... Pas loin d'ici, il y a eu un dîner entre Paul Valéry et Albert Einstein. Juste avant qu'Einstein quitte l'Europe, il avait rencontré Paul Valéry plusieurs fois. Et la dernière fois qu'ils se sont vus, à la fin du dîner, Paul Valéry, qui pensait qu'Einstein avait des idées à haute cadence. Pour lui, c'est quelqu'un qui était une mitrailleuse à idées. Il lui a demandé à la fin du repas, Einstein, quand vous avez une idée, comment vous faites? Vous la notez? Vous avez un carnet, un secrétaire, sur la nappe? Il a répondu, oh maître, vous savez, une idée, c'est si rare. Donc la méditation, c'est du gâchis. Il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a pas mal intéressé dans votre approche de l'alpinisme, et vous en parlez, c'est que vous avez envie de faire des voies qui ont une histoire. Et est-ce que ça vous est venu tout de suite en pensant justement à toute cette histoire de l'alpinisme? Et est-ce qu'à chaque fois, maintenant, quand vous nous avez dit que vous prévoyez des voies en montagne, est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait ça derrière? La vraie raison, c'est que celles qui n'ont pas d'histoire, c'est des voies un peu neuves, donc c'est vachement dur. Non, c'est tout. Les voies qui ont une histoire, elles sont anciennement conquises, très pratiquées, il y a des récits. Et non, c'est plutôt une façon de marcher sur les pas des pionniers sans prendre de risques. Et quand on s'initie à l'alpinisme d'ici, on fait que des voies qui ont une histoire. Enfin, il ne s'agit pas d'être original. Mais j'aime bien d'une façon générale marcher sur les pas des gens que j'admire. Par exemple, même quand il s'agit d'écrire la biographie d'un physicien, que ce soit Majorana en Italie ou Einstein qui a vécu en Suisse, en Allemagne, en Belgique, ben j'y vais, je vais sur les lieux pour essayer de voir comment le contexte dans lequel ils ont vécu a pu jouer sur leur façon d'avoir des idées. Voilà, ça c'est une question intéressante. Est-ce que les idées réclament certains contextes, ou est-ce qu'il y a des cerveaux qui ont une activité intellectuelle indépendante du lieu où ils se trouvent? Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que pour Majorana, les lieux comptent beaucoup. Il peut être complètement déprimé dans certains endroits. Et Einstein est invariant par difféomorphisme. C'est-à-dire que ce qui se passe dans sa tête est indépendant de l'endroit où se trouve son cerveau. Il a une façon de s'obséder sur des questions particulières qui le travaille en permanence, quel que soit l'endroit où il se trouve et quel que soit le contexte dans lequel il est. La seule exception, c'est peut-être Berlin dans les années 30, quand les nazis ont commencé à vraiment changer la politique en Allemagne. Là, il a commencé à sentir que c'était un lieu qui l'affectait intellectuellement. Et donc il est parti faire des grands voyages au Japon, en Chine. Et d'ailleurs, je lisais ça dans le train en arrivant ici. Au Japon, il a fait une déclaration malheureuse du genre le climat politique en Allemagne ne me satisfait pas. Et l'ambassadeur d'Allemagne en Chine lui a demandé un démenti formel qu'il a fait du bout des lèvres. Donc voilà. Mais c'est important de fréquenter les lieux qu'ont fréquenté ces gens. Par exemple, le lycée d'Arao, qui est une petite ville en Suisse où Einstein a fait son année de terminale, quand on marche dans les couloirs ou dans la salle de classe qui était la sienne, on a vraiment l'impression que son propre corps traverse la rémanence du spectre d'Einstein. Il y a des endroits où ça ne marche pas. Mais il y a vraiment des endroits qui sont habités par un souvenir. Vous ne prenez pas de risque, entre guillemets, en marchant dans le tas des alpinistes et dans des voies qui ont déjà une histoire.
Vous développez un peu plus dans l'interview cette vision du danger, du risque. Est-ce que c'est la même aujourd'hui par rapport à celle que vous aviez quand l'interview avait eu lieu? Dans toutes les courses que j'ai faites avec Bruno Martin, il y a toujours des petits coups de stress, mais ça ne dure pas très longtemps. Et puis, il y a une seule fois, on a été pris dans une tempête sur l'arête de l'Iscam. Et là, on a eu très froid, on ne voyait plus rien. On était une cordée de 3 ou de 4, je crois. Et Bruno, il lançait des boules de neige pour savoir où mettre le pied. Enfin, c'était quand même un peu ambiance. Et puis cet été, avec François, on a fait une belle traversée, là. Traversée des Grandes Jorasses. On a eu un orage le premier soir. Assez effrayant, quand même. Avec des explosions, des coups de tonnerre, etc. Donc on a tiré des rappels à toute vitesse. Et moi je me suis cogné le dos, je me suis abîmé une côte. Et donc après, le reste de la traversée avec une côte cassée et des conditions, c'était pendant la canicule de cet été, des conditions qui étaient assez différentes de ce qui était attendu. Et là, ça crée un stress particulier que je n'ai pas spécialement aimé, mais quand c'est fini, enfin quand c'est fini au sens où on est vivant quand c'est fini, ça procure une joie incroyable. La joie d'être vivant, c'est quelque chose d'indicible, quoi. Et dans Court-Circuit, le livre qui commence par la description d'un chapitre sur mon frère aîné qui est mort il y a un peu plus d'1 an. Mon frère aîné, il a eu des tas de problèmes dans sa vie, bon, peu importe, mais quand il était en soirée avec des amis, il avait une façon de faire rigoler les gens, une sorte d'humour très particulier, absolument inimitable. Et au petit déjeuner, le lendemain de cette arrivée de la grande traversée des Grandes Jorasses, on était ensemble au petit déjeuner, et on était assez joyeux. Chacun racontait nos péripéties en rigolant. Et moi, je me suis surpris à me rendre compte que j'étais en train d'imiter mon frère, alors que je n'avais jamais réussi à le faire auparavant. Donc, je suis ravi d'avoir fait cette course. Alors que pendant la course, je me disais simplement, je serais ravi qu'elle se termine bien. Est-ce que du coup, pour vous deux, la montagne, au final, elle est nécessaire pour se sentir vivant? Alors, me concernant, j'ai un niveau tellement modeste que je ne suis pas dans ces problématiques-là. J'ai un rapport plus contemplatif qu'Étienne, et je suis plutôt un randonneur aujourd'hui. Donc c'est plutôt l'idée d'avoir du temps dans un espace que la ville dans laquelle je vis à l'année ne donne pas. Et donc c'est pas du tout ce rapport-là. Enfin, moi, me concernant, j'ai rarement pris de risques. Enfin, je me suis rarement senti en danger sur un sentier. Enfin, faudrait vraiment... c'est quand même assez particulier. Donc non, je pourrais pas dire ça, quoi. Dans les expériences que j'ai eues avec mon père dans les Cerces, enfin dans le massif des Écrins, quand j'étais là, effectivement, il y a eu des moments où enfin, d'une manière beaucoup plus modeste, hein, je n'ai pas fait des Jorasses, oui, j'ai eu ce sentiment très particulier que je ne pensais pas pouvoir éprouver, d'une joie profonde et d'être sûr des nouveaux, enfin quelque chose qui était une autre perception de la vie, qui élargissait mon champ de perception et dont on ne soupçonne pas qu'on peut le ressentir. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais c'est des choses... il y a des circonstances de la vie qui se répètent, où en fait on n'est pas surpris par ses propres émotions. Et je pense que la montagne a cette capacité, enfin Étienne en parlait très bien tout à l'heure, mais je pense vraiment que le relief, que la topographie, d'ailleurs c'est une des lignes de force de la collection maintenant en général, je pense vraiment que le monde physique qui nous entoure, soit celui dans lequel on grandit, qui nous façonne, soit celui qu'on découvre et dans lequel des circonstances nouvelles, voire accidentelles, se produisent, construit nos perceptions, voire d'un seul coup nous en font éprouver de nouvelles. Ça c'est assez désarçonnant sur le moment, et puis après c'est peut-être assez jouissif de se rendre compte que ce qu'on pensait être un nombre fini de sensations et d'émotions possibles, non, il n'est pas fini, et qu'il y a encore des choses nouvelles qu'on peut éprouver, qu'on peut se surprendre. Alors, on peut parfois se surprendre en bien ou en mal,
Moi, je sais que dans ce que je connais d'escalade ou de faire l'alpinisme avec mon père, le moment où j'ai vraiment eu peur, rétrospectivement, voilà, c'était pas forcément des circonstances très dangereuses, mais j'avais une perception de peur, mais il fallait passer par là, probablement, et je ne regrette pas l'avoir fait. Et encore une fois, ça m'a ouvert un champ de perception que la vie urbaine qui est la mienne ne permet pas, et j'ai l'impression que les choses se répètent. Enfin, je pense que la montagne, c'est cette capacité émotionnelle à élargir le champ de nos émotions et à nous faire nous surprendre en nous-mêmes. Alors après, on peut se dire, oh là là, j'ai eu peur, c'est peut-être pas très... J'aurais voulu être plus brave, mais c'est bien d'éprouver ce genre d'émotion, je pense. Ça complète un peu la nature humaine, qui parfois, lorsqu'on est dans le milieu urbain, où on n'est plus au contact avec les éléments, où les notions de froid, de fatigue, de douleur sont quand même largement mises à distance de vous. Quand on vient en région parisienne, le froid, on ne sait plus ce que c'est. On passe de l'air conditionné en été à tout ce qu'il faut en hiver, si tant est qu'on a un hiver en région parisienne. Et donc je trouve que la montagne, de ce point de vue-là, comme élément physique, a cette capacité à élargir le champ des émotions humaines. Et ça fait partie de ses nombreuses vertus, en tout cas des nombreuses possibilités que ça offre. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Fabrice. S'il fallait vraiment avoir peur pour se sentir vivant, ça serait presque une pathologie. Moi, je me sens vivant, je pense à peu près tout le temps, mais il est vrai que la montagne, ça retombe les ressorts. C'est-à-dire que ça rebooste. C'est devenu chez moi, en tout cas, quelque chose de nécessaire. Par exemple, si on m'annonçait que cette année, je dois passer l'été sur une plage, il se peut que tous mes ressorts se cassent et que je fasse une dépression. L'idée de repos est quand même connectée à celle de repos éternel. Mais je suis prudent quand je dis ça, parce que l'âge venant, voilà. On ne peut plus garantir tout ça. Ce qu'il veut dire, dont il parle très bien dans le livre, on le conclut comme ça, c'est que il y a comme le corps qui est en jeu dans la montagne. La montagne est un milieu qui met le corps en jeu. Et forcément, je suppose, lorsqu'on peut accomplir des choses en alpinisme ou en course en montagne comme tu le fais, et que les années passent, forcément, on doit pressentir. Ressentir, d'accord. Que voilà, certaines choses ne seront plus possibles. Ouais. On revient à cette idée dont tu parlais tout à l'heure, à cette idée de la contemplation, qui a un tempérament qui, moi aussi, m'est totalement étranger. J'ai été frappé dans la discussion que j'ai eue avec toi, et j'ai fait aussi un livre avec Jean-Christophe Ruffin, qui s'appelle Montagne humaine. Et Jean-Christophe, lui aussi, explique très bien comment il n'est pas du tout contemplatif, comment il a un besoin d'être dans l'action, et comment il lui est compliqué de s'asseoir. Il me dit, moi je ne peux pas m'asseoir. Il m'expliquait que sa compagne peut rester 2 heures à regarder un paysage de montagne, ce dont apparemment, et je suis comme lui, il est totalement incapable. Il semblerait que voilà, il y a un moment où peut-être on acquiert cette espèce de rapport nouveau au temps, à la lenteur, et que peut-être que malgré nous, les choses se fassent. Je ne sais pas. On peut être surpris. La montagne nous surprend, en fin de compte. On verra. Après, le rapport au temps, vous êtes lancé dans le trail, alors c'est quand même quelque chose de particulier aussi. Est-ce que vous parlez parfois même d'un intérêt philosophique à faire du trail, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, mais... Bon, le trail, c'est pareil, moi je suis mauvais, donc j'y passe beaucoup de temps. Je m'entraîne pas beaucoup. Je m'entraîne pas beaucoup. À Paris, je m'entraîne au Parc Montsouris. Le Parc Montsouris, c'est 16 mètres de dénivelé par tour. C'est pas plus? Peut-être 20, je sais pas. Enfin, c'est pas beaucoup en tout cas. Donc le trail, moi je trouve ça passionnant le trail, ouais. Surtout les trails vraiment très longs qui contiennent la nuit, puisqu'on voit que par exemple on peut avoir une douleur au genou ou ailleurs et évidemment avoir la certitude que la douleur va s'aggraver si on continue à faire la même chose, et puis découvrir que parfois non, c'est l'inverse. On peut avoir mal, puis ne plus avoir mal. Et moi, j'ai un peu travaillé ça, puisque, en fait, on a tout le temps mal quelque part.
quasiment obligatoire sur une course très longue. Mais il y a cette phrase de Murakami qui a couru des 100 km et qui disait la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. C'est-à-dire que si on a mal au genou, eh ben on va se dire j'ai mal au genou. Mais si j'ai mal au genou, c'est moi qui ai mal à mon genou. Tout moi a mal au genou. Alors que si on prend la distance avec ça et qu'on dit simplement mon genou a mal, on n'est pas obligé d'être complètement colonisé par la douleur. C'est une douleur, mais c'est pas une souffrance. D'ailleurs, la veille de la course, on a toujours mal partout, parce qu'on somatise. Donc on va voir les kinés du coin ou les ostéopathes. Et vous savez, chez moi, il y a un ostéopathe qui est lacanien. Enfin, j'étais pas au courant. Et je lui ai dit, j'ai mal au genou. Et il me dit, vous avez un problème de couple? Je dis, pas plus que d'habitude. Le genou, c'est un problème d'articulation entre le je et le nous. Bon, donc je vais aller voir un kiné après. Ça a mieux marché. Ça a mieux marché. Alors, on est quand même dans une librairie. Moi, j'avais quand même une petite question pour tous les deux. C'était un peu aussi votre rapport avec la littérature de montagne. Ça m'intéressait aussi un peu de voir si c'était quelque chose pour vous, que vous continuiez à la lire et à l'appréhender, même à suivre, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a inspiré, qui vous accompagne un peu dans votre vie? Alors, je dois avouer, ça peut paraître bizarre, ne pas être un grand lecteur de ce qu'on appelle la littérature alpine, c'est-à-dire les récits, la plupart du temps documentés, qui racontent la pratique de l'alpinisme. En fait, moi, j'étends, mais il y a matière à débat là-dessus, et bref, j'étends l'idée de littérature de montagne à toutes les œuvres, notamment de fiction romanesque, où la montagne a une importance. C'est-à-dire que les protagonistes de l'histoire, inventés ou pas, leur psyché, leur parcours, leurs actes sont peu ou prou conditionnés par la présence de cet élément montagneux. Et donc, en ce sens, on peut inclure beaucoup d'auteurs américains des grands espaces. On peut même remonter à Jack London. Enfin, moi, c'est plutôt tous ces auteurs-là, en général, qui m'intéressent. C'est cette idée que, ou même ce que fait Marine Lafont aujourd'hui, c'est de voir comment, mais ça revient un petit peu de l'esprit de la collection, finalement, comment, dans une histoire, la montagne n'est pas un décor, mais vraiment un personnage à part entière, et elle fait corps avec les personnages, elle raconte elle aussi l'histoire, et elle les raconte. Donc après, le champ est extrêmement large. J'ai publié il y a 2 ans dans la Montagne-Pisme un dossier sur la littérature dite de montagne. Et ça peut englober les polars nordiques. J'ai fait un livre avec Bernard Minier, l'auteur de thriller français, qui est originaire des Pyrénées. Et ce qui m'a beaucoup intéressé en travaillant avec lui et en l'écoutant, c'est de comprendre que... Je ne l'avais pas soupçonné que la montagne, en fait, est aussi un élément de peur, aussi un élément de la mort, que la glace, pour lui, c'est le froid, c'est la mort. Et que par conséquent, en fait, le champ littéraire de la montagne, dont les livres, les récits d'alpinisme font évidemment partie, il y a des textes magnifiques, Étienne en est grand lecteur et en parle très bien. Moi, je suis plus porté finalement d'abord sur la fiction romanesque, et ensuite sur l'idée que la pratique de l'alpinisme est une des modalités possibles du rapport à la montagne, mais que les textes de Marine Lafont, qui se passent dans le Cantal, racontent aussi une autre montagne. Et on se rend bien compte que dans son parcours personnel et dans ses histoires, dans par exemple un de ses romans qui s'appelle L'Annonce, L'Annonce, c'est l'histoire d'un fermier du Cantal, dans une ferme totalement isolée, qui rencontre une femme par petite annonce. Et tout l'enjeu de l'intrigue, c'est de voir si cette femme, et bon, ça ne se terminera pas comme on l'espérait, si cette femme peut s'intégrer dans un milieu qui est extrêmement isolé, qui est extrêmement hostile. C'est une femme qui vient du nord de la France. Et donc, pour moi, c'est un roman de montagne. Alors, ça peut peut-être surprendre, parce qu'on va me dire qu'il n'y a aucune pratique de la montagne. Mais j'aime bien aussi l'idée que les romans de montagne, à côté de l'alpinisme, racontent ce que c'est de vivre en montagne. C'est-à-dire ce que ça représente au quotidien pour les personnages. Enfin, c'est le cas des gens qui vivent ici, on va aller chez Chamonix, par exemple, de comment leur vie au quotidien pour travailler, se déplacer, pour emmener leurs enfants à l'école, comment tout ça est
conditionnés, en tout cas, à ce milieu naturel. Et donc là, si on prend l'exemple du Cantal, on se rend bien compte que la greffe de cette femme qui débarque au cours d'un hiver, il y a une très, très belle adaptation qui a été faite au cinéma de ce livre de Marianne Lafont. Et voilà, il y a une rigueur extrêmement radicale. Et évidemment, on n'est pas sur des très hautes altitudes, mais pour moi, c'est pleinement un roman de montagne, parce que le milieu conditionne totalement la psyché humaine et que l'histoire serait différente. Peut-être que l'histoire n'existerait pas si elle n'était pas située dans cette vallée encaissée, froide, balayée par le vent du Cantal, où les gens vivent de l'agriculture de montagne tant bien que mal. Donc voilà, c'est un petit peu ça, moi, ce que je dirais sur ma manière de l'envisager. Alors, oui, la montagne, elle est nimbée de littérature, ça c'est sûr. Donc moi, je l'ai rencontrée par les livres avant de la voir. Frison Roche, Herzog, Annapurna Premier 8000, des livres comme ça. Et depuis, en effet, je lis des livres avec le sentiment que les alpinistes écrivent toujours très bien. Si on prend l'exemple de Lachenal, par exemple, qui, je crois, dans la section certificat d'études, quand on lit le dernier livre publié de textes qui n'avaient pas été publiés auparavant, qui s'intitule Rappel, moi je trouve qu'il y a une qualité d'écriture qui peut être due au fait que les alpinistes sont très précis dans leurs gestes, ils ne se racontent pas d'histoire, ils ne sont pas dans une double pensée, il y a une espèce de précision qui est réclamée par le type d'activité qu'ils pratiquent, et ça, me semble-t-il, se ressent dans l'écriture, un peu comme chez les marins d'ailleurs. Et je trouve que c'est des textes de grande qualité littéraire, de très grande qualité littéraire. Terray, Rébuffat, les gens des années 50 notamment. C'est mes auteurs fétiches. Et c'est simplement parce que, on pourrait citer l'anagramme du titre de ta collection, versant intime a pour anagramme sentiment vrai. Et ben, je pense que voilà, la montagne fait apparaître des sentiments vrais qui font que quand on raconte, une espèce de précision et de pureté dans l'expression qui est fabriquée par les conditions particulières qu'on a traversées. C'est une hypothèse. Tout à fait recevable. Et du coup, on parlait de versant intime, c'est une des questions, et donc le titre Psychisme ascensionnel, ça vient de... Ça vient de Bachelard. Bachelard Gaston Bachelard, grand philosophe des sciences, qui a écrit sur les éléments, notamment un livre qui s'appelle L'air et les songes, dans lequel il parle de la montagne, mais il parle surtout de Nietzsche. Et il dit que Nietzsche développe ce qu'il appelle un psychisme ascensionnel. Et on le cite d'ailleurs dans le livre. Et Nietzsche disait aussi qu'il faut se méfier de toutes les idées qui ne naissent pas à l'air libre dans un contexte musculaire. Donc Nietzsche il défendait l'idée qu'il faut marcher, il faut se promener, il faut pas être à son bureau dans sa bibliothèque pour être créatif, il faut déplacer son corps, c'est avec lui qu'on pense. Et personnellement, j'ai absolument persuadé de ça. Alors, il y a des gens qui pensent que pour réfléchir, il faut être assis pendant des heures et des heures. Et moi, j'en vois dans mon labo des gens qui sont assis. C'est un grand débat en littérature, ça, en fait. Il y a deux écoles Flaubert. sur... Oui, voilà. Flaubert qui disait « on ne peut penser qu'assis ». Bon, je crois qu'il y a une synthèse possible, ça s'appelle le vélo. Ça dépend si tu es en côte ou en descente déjà. Mais tu pédales, tu es assis et tu es assis et tu avances. Et moi, je vois des gens qui sont assis toute la journée. Ils ont même mis une imprimante sur leur bureau. Alors que les gars comme moi, ils mettent l'imprimante à 400 mètres. Avec un peu de dénivelé. À un étage. Donc finalement, la montagne, ça a quand même aussi un effet sur votre manière de travailler Ouais. du côté scientifique. Ouais, je suis un peu... je suis chef de labo, mais on m'appelle l'agité. Parce que j'ai besoin de marcher. Quand on va à la cantine, je marche, je discute, je marche, je discute avec mes collègues, puis à un moment ça ne répond plus, il faut que je me retourne, et je marche pas vite. Mais il flâne, je sais pas, pareil dans les escaliers. Moi j'aime bien grimper.
J'aime pas trop descendre, n'est-ce pas, François? Le psychisme ascensionnel, c'est ça, c'est préférer la montée à la descente. Est-ce que vous allez en labo avec des chaussures de trail? Non, j'y vais en vélo. Alors j'en profite quand même parce que vous venez de faire paraître aussi chez Gallimard un essai là, qui s'intitule Court-circuit, qui est juste ici il y a très peu de temps, il y a 2 semaines. Ouais. Et j'en profite, je pense que Fabrice Arnaud ne va pas que sorte un petit peu de la collection. Moi, c'est un livre que j'ai adoré. Et je voulais juste, pour donner aussi un petit peu envie à tout le monde de lire ce livre, de savoir quels sont justement ces courts-circuits. Qu'est-ce que vous entendez par court-circuit? En fait, c'est un livre que j'ai écrit ici. J'ai passé l'été ici. Et c'est un livre que j'ai écrit assez vite parce que c'est 10 chapitres indépendants. Et c'est beaucoup plus facile d'écrire 10 chapitres sur 10 sujets différents qu'un gros livre sur un seul sujet avec toute une écriture. Ça demande beaucoup plus de temps. Et en fait, ce livre, il est né de je l'ai dit un peu tout à l'heure, il est né de la mort de mon frère. Alors, j'ai dit qu'on était 7 enfants, mon frère aîné avait 1 an de plus que moi. On avait exactement 1 an d'écart, ce qui pour des enfants du même père et de la même mère est un record de brièveté entre 2 grossesses. Bon. Et lui était on pourrait dire mon antiparticule. C'est-à-dire qu'il était assez rétif à l'abstraction. Or, on a été scolarisé au moment de l'installation des maths modernes, où il fallait refuser toute illustration concrète des problèmes de mathématiques, être dans l'abstraction. Moi, j'adorais ça, et mon frère, il détestait. Et donc, il a refusé physiquement et psychologiquement les mathématiques, alors qu'il était ultra doué avec ses mains. Il était capable de réparer des moteurs de n'importe quoi, de mobylettes, de voitures, de motos, d'avions. Il l'a fait aussi, de tanks. C'est un génie de la mécanique et de l'électricité, mais il tombait dans les pommes devant une équation même simple. Et il a été massacré par le système éducatif. Et donc le court-circuit que je traite dans ce chapitre, c'est pourquoi est-ce qu'on considère qu'être intelligent, c'est être intellectuel, ou ça pousse à devenir intellectuel et scientifique, et si on est considéré comme pas intelligent selon certains critères, on doit devenir un manuel. D'où ça sort cette idée? D'où ça sort qu'il y a plusieurs sortes de cerveaux. Il y a des cerveaux scientifiques et des cerveaux littéraires, paraît-il. Et on a l'impression que le système éducatif, il est là pour qu'un enfant, dès l'âge de 10 ans, sache s'il est bon en maths ou pas, et ça va déterminer son orientation. Et moi, je trouve ça absurde, d'autant plus qu'après enquête, ça n'existe qu'en France. Par exemple, c'est un peu hors sujet, mais il y a une enquête qui est faite tous les ans qui s'appelle l'enquête Teams, qui mesure les niveaux en sciences et en mathématiques des élèves de CM2 et de 4e dans tous les pays de l'OCDE. Et nous, les Français, on pense qu'on est fort puisqu'on a des médailles Fields, des prix Nobel, on a une élite en maths super forte. Et donc on dit les Français sont bons en maths. Mais dans le classement, on est dernier des pays européens et on est avant-dernier des pays de l'OCDE. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili. Et pourquoi? Parce que une fois qu'on a décidé qu'un enfant était mauvais en maths, on laisse tomber. On lui fait un parcours où il est protégé des maths. Alors que les pays qui occupent la tête du classement, qui sont les pays du Nord, puis la Corée, enfin, vous connaissez le... Mais dans les pays du Nord, quand un élève a des difficultés en maths, on ne lui dit pas qu'il est nul en maths. On lui donne des cours en plus. On l'aide, on l'assiste, on change de méthode pédagogique, on change de professeur pour voir s'il n'y a pas des profils de professeurs qui sont mieux adaptés, etc. Et le niveau moyen est super élevé. Voilà. Et donc, je pense que mon frère, en Finlande, non, parce que tout ça, ça l'a amené à beaucoup boire, parce qu'il se sentait mal compris, etc. Et ça l'a tué. Donc, et c'est là que j'ai eu l'idée de court-circuit, faire un chapitre sur le lien entre la pensée et l'action, qui sont des choses qu'on oppose,
Et je parle des guides de haute montagne, justement, qui sont des gens qui sont très habiles de leurs mains, de leur corps, mais il n'y a pas de corps qui soit bien agi sans une tête qui pense. Donc la séparation, ces critères très, très, très étroits de mesurer l'intelligence et de la définir, c'est socialement ravageur. C'est socialement ravageur parce que, en fait, dès qu'on distingue des choses, vous dites que A est différent de B. A n'est pas la même chose que B. Voilà. Ça, c'est un constat. Mais notre esprit est incapable de ne pas faire suivre ce constat par l'installation d'une hiérarchie. J'ai dit que A était différent de B, donc la question c'est est-ce que A est mieux que B? Mais cette question n'est pas obligatoire. A est différent de B. Point. Et donc l'intelligence, elle est spectrale. Il y a 1000 manières d'être intelligent. Et on n'a pas à les hiérarchiser. On a au contraire à les encourager, quelle que soit la forme sous laquelle elles se manifestent d'abord. D'autant qu'une fois qu'on a pris confiance dans une forme d'intelligence, on est prêt peut-être à être intelligent sous une autre forme. C'est-à-dire, plutôt que de donner des notes aux élèves qu'ils vont ontologiser. Par exemple, si vous avez 0 en maths, c'est votre copie qui a 0. C'est votre copie, hein, c'est pas vous. Ben, on va vous dire que vous êtes nul en maths. Mais non, c'est votre copie qui a 0. Ça peut se travailler. Moi, j'ai présidé le jury de l'évaluation nationale sur le jury de la conférence nationale de l'évaluation à l'école. C'est un ministre qui m'avait demandé ça, j'ai dit mais je comprends pas le problème, il n'y a pas de problème avec l'évaluation. Il m'a convaincu que si, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas expliquer, mais on voyait que la note en France, moi je ne suis pas contre les notes, hein, contrairement au jury de la commission, parce qu'on remplace les notes par des smileys ou par des A, B, C, D, E, qu'est-ce que ça change? On met une hiérarchie, et ensuite on peut faire une bijection entre un ancien système de notes et un nouveau système de notes. Donc, mais je pense que la note, c'est pas, elle doit être accompagnée d'un jugement et d'un conseil. On vous met 12, ça veut dire quoi 12? Mais si on vous met 12, on doit vous expliquer ce que vous devriez faire pour avoir 13. Autrement, il doit y avoir une aide pour progresser, ce qui en général n'est pas fait. Et par exemple, on avait eu des cas d'élèves qui sont notés en orthographe par des dictées, ils font 40 fautes. Bon, ils ont 0. Ils travaillent comme des fous, font une nouvelle dictée, ils ont 20 fautes. 0. Alors qu'ils ont fait un progrès incroyable. Et donc, on avait proposé un système de notation des progrès. C'est-à-dire, on a trouvé une petite formule non linéaire. On compte le nombre de fautes, et dès lors que le nombre de fautes est moins grand que la fois précédente, la note est meilleure. Et c'était une courbe assez chiadée. Quand on a 0 faute, on a 20, d'accord, mais on ne peut pas avoir 0, à moins d'avoir fait un nombre infini de fautes. Donc c'était une formule assez astucieuse, je trouve. Et ça a été refusé au motif que c'était trop compliqué à mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'est court-circuit. Ensuite, je ne vais pas tous les dire, il y en a 10. Il y en a un entre Einstein et les Rolling Stones. C'est pas évident a priori, hein, mais quand on aime, on trouve. Einstein en allemand, ça veut dire une pierre. Stones en anglais, ça veut dire des pierres. Donc on passe du singulier au pluriel. Donc déjà, ça fait... Il y a l'histoire de la langue. Einstein qui tire la langue le jour de ses 72 ans. C'est devenu une photo iconique. Et quand les Stones ont voulu avoir un logo qui les caractérise en 71, quand ils ont commencé leur tournée européenne pour Sticky Fingers, ils ont demandé à un artiste de leur faire un logo. C'est John Page qui s'en est chargé. Il a fait la langue que vous connaissez, qui est plus arrondie. Mais il y a une question chez les historiens qui est de savoir si John Page était influencé par la langue d'Einstein. Bon. Ensuite, il y a qui se sont rencontrés. Au même endroit, mais pas au même moment, évidemment. Mais Einstein a donné sa dernière conférence en Europe au Royal Albert Hall à Londres, grande salle de spectacle, le 3 octobre 1933, après avoir passé quelques mois à Coq-sur-Mer, en Belgique. Il rentrait des États-Unis, il n'a pas pu retourner à Berlin. Il a débarqué à Anvers et les nazis avaient pris le pouvoir, élus. Ils ont investi sa maison,
brûlé ses livres. C'est les SA qui ont investi sa maison, ils recherchaient des armes qui auraient prouvé qu'Einstein était un terroriste. Ils en ont trouvé une, un couteau à pain. Donc Einstein a compris qu'il ne pouvait pas retourner en Allemagne. Et c'est une très bonne histoire, il a passé plusieurs mois à Coq-sur-Mer, mais il a fini par décider de partir à Princeton. Mais il a fait escale à Londres. Et il a donné une conférence dont le texte peut être lu devant 10 000 personnes en anglais. Et c'est une conférence dans laquelle Einstein explique qu'il va falloir se battre. On est en 1933, hein. On ne parle pas de camp de concentration, nanana. Mais il a compris, lui qu'on présente comme un naïf, il a compris qu'Hitler veut la guerre. Et que donc, il cesse de soutenir les objecteurs de conscience. Il défend la militarisation. Il cesse d'être pacifiste. En disant que contre Hitler, il va falloir se battre. Et en fait, il n'y a pas un mot à changer à son discours. On ne l'applique plus à Hitler, mais oui, à qui je pense. Ça marche assez bien. Et les Stones ont fait leur premier concert dans cette salle, en 63. C'est un concert dont on n'a pas de photo, mais j'ai retrouvé l'affiche. C'est en allant sur les lieux, comme toujours. Moi, j'allais sur les lieux pour retrouver le discours d'Einstein, parce qu'il y a des publications qu'on voit sur Internet, mais c'est partiel, je voulais le discours en entier. Et c'est en allant dans ce truc que j'ai vu, en regardant tous les concerts qui avaient lieu, que les Stones avaient joué là. Et puis après, je raconte l'histoire d'intrication quantique, enfin, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a, qu'est-ce que je peux raconter sur le hasard et le destin. Le hasard, c'est un mot qui veut dire une chose et son contraire. On dit que le hasard intervient quand un événement se produit sans cause, quand il est purement contingent, ou bien quand il se produit avec des causes qui ne sont pas connues. Donc, on peut invoquer le hasard quand il y a une cause, et on peut l'invoquer quand il n'y a pas de cause. Il faudrait savoir. Par exemple, le jeu de dés, c'est le symbole de l'aléatoire. D'ailleurs, hasard, ça vient d'un mot arabe qui veut dire dé, le dé. Le dé, c'est le symbole du hasard. Mais le mouvement d'un dé, il est complètement déterministe. Il n'y a aucun hasard dedans. Tandis si vous connaissez la force de la main qui va jeter le dé, le poids du dé, sa forme, sa densité, l'air dans lequel il va tomber, la résistance de la table, comment il va rebondir, etc. Si vous aviez tous ces trucs-là, vous pourriez prédire avec une certitude absolue quelle face du dé va se montrer. Mais comme c'est un peu compliqué, on ne peut pas prédire, bien que ce soit déterministe. Donc le dé, il a un mouvement qui n'est pas prédictible, mais qui est déterministe. Il y a des causes partout, c'est pas l'absence de cause. Et donc vous verrez, je raconte un truc qui m'est arrivé dans ma vie, qui me fait m'interroger sur l'existence ou non de cause, dans une sorte de hasard qui s'est manifesté. Donc je ne sais pas si c'était le destin ou du hasard pur. Il y a un chapitre sur les images, sur l'observation. Est-ce que l'observation suffit à comprendre? Beaucoup de gens pensent que oui. Il faut avoir des images pour penser, etc. Il faut voir les phénomènes pour comprendre les lois qui les régissent. J'essaie de montrer que c'est complètement faux, que les grandes lois physiques ont été trouvées sans images, sans beaucoup de données, sans beaucoup d'observations. Et en général, leurs énoncés contredisent les phénomènes qu'elles expliquent. Par exemple, quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse », il dit un truc que personne n'a jamais vu. À son époque, on ne sait pas faire le vide, on pense qu'il n'existe pas. Donc tous les gens du temps de Galilée voient qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Et Galilée, dans tous les corps tombent à la même vitesse. Ce qui est le contraire de ce qu'on voit. Et ensuite, il faut expliquer comment ce qu'on voit, comment des lois qui disent le contraire de ce qu'on voit expliquent quand même ce qu'on voit. Et c'est quand j'étais à Chamonix, cet été, que ce chapitre, il est venu, il a germé ici, après une randonnée d'ailleurs, que j'ai eu l'idée de faire un canular avec le chorizo là. Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'avec une image, on peut tromper tout le monde, quoi. J'ai pris une tranche de chorizo, qui est classique. Je ne suis pas le premier à avoir fait un canular avec du chorizo, parce que quand vous voulez faire un canular en astrophysique, il n'y a pas le choix. Il faut un truc rond,
rouge et orange comme les étoiles, pas de blanc, donc le saucisson lyonnais, il est exclu. Et puis j'avais précisé que le JWST, le nouveau télescope, avait pris une photo sublime de Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche du Soleil, et qui est quand même à 4 années-lumière, avec une photo du détail de la surface. Et bon, je pensais que les gens allaient tout de suite voir que c'était un canular. Mais en fait, non. C'était sur Twitter, ça a explosé. Et puis 3 quarts d'heure après, j'ai apporté une sorte de démenti, enfin ce que je croyais être un démenti, un aveu de canular. J'ai dit, selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. Donc pour moi, c'était clair. Donc je me suis couché, et le lendemain, on m'a appelé pour me dire que un copain m'a appelé pour dire BFM TV avait annoncé la découverte d'une nouvelle étoile. Donc, après, ça a été une histoire mondiale, hein, ça s'est parti dans tous les sens. Il y a eu des centaines d'articles que je ne comprends pas parce que je ne lis pas le japonais ni le tchétchène. Il y a eu des centaines d'articles sur ce canular. Et ça montre que, avec les images qui aujourd'hui sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant, on peut tromper qui on veut, comme on veut. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des images produites par intelligence artificielle qui peuvent imaginer des scènes qui ne se sont jamais produites, mais avec un tel degré de réalisme que ça pourrait convaincre ceux qui ne sont pas capables de décoder les images. Et ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur du truc. Alors que ce n'était pas le premier canular de ce type, mais surtout qu'il y a des gens qui m'ont attaqué très très violemment, quoi. Comme si on n'avait plus le droit de faire de canular. Des sociologues américains, par exemple, qui ont demandé mon licenciement au motif que j'avais porté atteinte au crédit de la science. Alors, au motif qu'un canular, c'est une fake news. Mais non, c'est pas une fake news. C'est une fake news éphémère. Au début, c'est une fake news. Mais après, on dit, on avoue on détrompe les gens, de sorte qu'ils peuvent réfléchir eux-mêmes aux biais cognitifs qui font qu'ils se sont trompés. Mais il y a des gens qui se sont sentis humiliés, alors que je me suis moqué de personne. C'est pas un canular qui a ridiculisé quelqu'un. Donc c'est ce changement de registre qui m'a beaucoup surpris. Et du coup, il y a un chapitre qui s'appelle Images, mirages et canulars. Voilà. Parce que les canulars, il ne faudrait pas les abandonner. C'est quand même, dans l'histoire de la physique, il y a toujours eu des canulars. Et ça permettait justement aux gens de ne pas être crédules. Par exemple, Gamow, grand physicien ukrainien, physicien nucléaire, il a beaucoup voyagé, parce qu'il a été exilé à plusieurs époques de sa vie. Et il a publié dans Nature un article, donc dans une revue à référer, dans lequel il explique que durant ses innombrables voyages, il a remarqué que les vaches mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord, et dans le sens inverse, dans l'hémisphère sud. Donc Coriolis. C'était absurde. D'abord, le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour la vache ou pour celui qui... Et puis Coriolis, ça ne marche pas pour la langue, il faut des masses énormes pour un cyclone, quoi. Et personne n'a vu que c'était un canular. Et donc le directeur de la revue a dû 3 mois plus tard avertir les lecteurs que c'était un canular. Donc c'est très important, les canulars. Il faut pouvoir en faire. Et visiblement, c'est aujourd'hui réservé au 1er avril. Donc moi, je vous promets que je ne ferai plus jamais de canular, sauf le 1er avril. J'en ai fait un cette année d'ailleurs. Pour le 1er avril. Ouais. Qui a moyennement marché par rapport à l'autre. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions. Je suis embarrassé pour répondre parce que la façon de parler qui est la tienne renvoie à l'idée de dualité onde-corpuscule. L'idée que c'est les deux en même temps. Bon. C'est une idée qu'on utilisait beaucoup en France parce que c'est De Broglie, un Français, qui l'a promu. Mais on en est revenu. C'est-à-dire qu'un objet quantique, c'est ni une onde, ni un corpuscule. C'est ni l'un ni l'autre. C'est pas en même temps. D'accord ? Quand on dit en même temps, on essaie de fabriquer une image qui est à la fois ponctuelle pour le quanta, le corpuscule, et puis ondulatoire comme une onde qui envahit tout l'espace. Et évidemment, c'est jamais une image synthétique qu'on arrive à produire.
En fait, c'est des objets très mystérieux, les objets quantiques. Simplement, quand vous leur posez une question de type corpusculaire, ils vont répondre de façon corpusculaire. Et si vous leur posez une question de type ondulatoire, ils vont répondre de façon ondulatoire. Par exemple, si vous prenez un électron et vous lui demandez « où es-tu ?», mais il va prendre position. Aux deux sens du terme, il va réduire son paquet d'ondes, il va cesser d'être une onde, il va se manifester comme un point en un endroit donné de l'espace. Si on demande au même électron « est-ce que tu es capable de faire des interférences ?» comme une onde, il va en faire. Donc la façon qu'il a de se manifester dépend du type d'appareil qu'on utilise pour déterminer ses propriétés. Alors la médecine quantique, j'y connais rien. Je suis allé à La Réunion et j'ai vu qu'à La Réunion, tous les médecins sont quantiques. Et je leur ai demandé... et en fait, c'est juste un mot, quoi. C'est juste un mot pour faire croire que le tout est plus que la somme de ses parties. Et là, je trouve que c'est pas très étayé. C'est juste une façon de parler. Et j'ai l'impression, mais j'y connais rien, hein. En tout cas là-bas, les médecins dits quantiques profitent du halo symbolique de la physique quantique, qui est assez mystérieux, pour faire croire qu'ils ont quitté la médecine classique et utilisent des méthodes mystérieuses. Moi, j'irai pas. Hein. Parce que nous, on ne sait pas très bien comprendre comment le monde macroscopique cesse d'être quantique. Si vous prenez, nous on est fait de particules qui sont quantiques, bon, mais nous on n'a pas de propriétés quantiques, on est assis sur notre chaise, on n'est pas répartis dans tout l'espace comme une onde. Et donc une des grandes questions, c'est comment des particules quantiques peuvent, quand elles s'agrègent, faire des objets classiques, comme nous. Il y a la question de la conscience, la question du corps. Est-ce que le corps est non séparable ? Autrement dit, est-ce que quand on a une douleur ici, ça met en jeu tout le corps, ou est-ce que c'est une douleur qui est localisée ? C'est d'ailleurs la question que je pose avec les stones. Les stones, ils sont 4, ils sont vraiment intriqués, c'est-à-dire que quand vous en voyez un, vous voyez les autres. Et puis quand l'un des 4 veut faire une carrière solo, ou bien meurt, ce qui est un peu la même chose, oui c'est la même chose d'ailleurs, quand il faut une carrière solo, c'est un désastre. Il n'existe qu'en tant que groupe. La somme qu'il forme est plus que les parties qui constituent cette somme. Et donc la grande question, c'est le corps. Est-ce que le corps, il est réductible à ses parties ? Ou est-ce que ces parties sont intriquées d'une façon telle qu'il a une identité globale qu'on ne peut pas comprendre simplement en étudiant les parties qui le constituent. Là, les physiciens ne savent pas. Mais il y a des intuitions, par exemple, sur ce bénéfice de la réalité scientifique. Quand Einstein, par exemple, il prend son onde gravitationnelle, il semblerait que ça a été démontré qu'il n'y a pas très longtemps, alors qu'il a eu l'idée de... C'est pas une intuition, hein. Il n'a pas eu d'intuition, Einstein. Il a vu que les ondes gravitationnelles étaient une solution de ces équations. C'est pas une intuition. Alors pourquoi on dit que ça a été prouvé scientifiquement ? Ça a été prédit bien avant d'être détecté. Voilà. D'accord ? Et ça, c'est vrai, 100 ans. 100 ans. Oui, Et Einstein était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter. Mais il était sûr qu'elles existaient. Par contre, les trous noirs, qui sont les solutions des équations, lui, il pensait qu'ils ne pourraient pas exister. C'est pour ça que je suis en train d'écrire une BD où on imagine qu'Einstein revient et on lui annonce qu'on a découvert les ondes gravitationnelles. Déjà, il est surpris. Et on lui dit en plus que celles qu'on a détectées ont été produites par la fusion de 2 trous noirs. Là, Moi, je voudrais revenir sur la littérature de montagne, parce que vous parlez donc du rapport d'un écrivain à son territoire. Oui, c'est certain qu'aujourd'hui, il y a une production assez importante de littérature. On voit même le succès de Sylvain Tesson, de ce qui est devenu sur les chemins noirs récemment, de Blanc, de tout ce qu'il a produit, ou c'est la Panthère des Neiges. Après, il y a toute l'affiliation avec Nicolas Bouvier, Bruce Chatwin. Il y a comme énormément d'auteurs qui ont été un petit peu à la croisée du voyage, de l'ethnologie. Donc dans tous ces textes-là, il y a évidemment la confrontation aux éléments, aux autres cultures. Enfin, après, c'est la géométrie variable. Enfin, selon les auteurs, ils en rapportent peut-être aussi ce qu'ils emmènent avec eux. Et c'est intéressant de voir que cette vogue de la littérature de voyage, c'est intéressant de voir comment en Occident, après il y a le rôle des confinements, comme quand on a été tous enfermés, on a tous besoin d'espace. Donc le livre nous a agrandi notre espace. Le dernier portrait que je suis en train de faire, c'est une romancière québécoise qui s'appelle Gabrielle Filto-Shiba,
qui a produit une trilogie avec Encabané, Sauvagine et puis plus récemment Bivouac. Et elle est un petit peu dans toute cette filiation-là. Elle a été vivre 8 ans dans une cabane au fin fond du Kamouraska. Et ça a été vraiment une expérience complètement déterminante pour elle, parce qu'évidemment, elle s'est retrouvée sans eau, sans électricité, dans l'isolement. Elle a été confrontée, là, on parlait tout à l'heure de contemplation. Elle avait emporté avec elle Walden de Thoreau, et elle se le lisait à voix haute pour avoir l'impression de parler à quelqu'un ou de se parler. Enfin, c'était assez ambigu. Mais en tout cas, elle était confrontée. Moi, j'avoue que ça m'effraie quand quelqu'un me raconte qu'il a passé 3 ans dans une cabane en rondin, sans personne à qui parler. Je pense que je trouve ça parfaitement incapable. Mais c'était une expérience assez radicale et qu'elle raconte assez bien, parce que alors là, on change totalement de mode de vie par rapport à ce qu'on connaît en Occident, on va dire dans l'hyperconnexion. Là, elle a choisi à la fois un espace immense et un espace de solitude, de lenteur et de silence auquel je ne sais pas comment on peut se préparer et comment on peut, jour après jour, en plus il y a les conditions climatiques extrêmement rigoureuses de ces forêts boréales, comme la vraie confrontation pour le coup aux animaux qui sont autour, qui ne sont pas forcément sympathiques. Et donc voilà, ça a d'abord publié au Canada, puis après ça a été évidemment publié en France avec un grand succès. Je crois que son dernier est en cours d'adaptation au cinéma. Mais ce que je trouve intéressant dans tous ces textes, pendant ce dont vous parlez, c'est de voir ce besoin qu'on a de reconnexion avec un élément naturel que, en tout cas, moi je fais partie des gens qui vivent déconnectés, tout ça. Enfin, je suis à la fois hyper connecté et déconnecté de cette réalité physique, et de voir que les mots aujourd'hui, la littérature, il y a une production qui est assez vaste, il y a peut-être un effet de mode, mais je pense qu'au-delà de l'effet de mode, il y a vraiment un vrai besoin. Il y a aussi tous les textes sur la marche. Le gros succès qu'a eu Ruffin avec Compostelle il y a quelques années, on voit comme qu'il y a un besoin de se remettre en marche, en tout cas, par le corps, de reprendre contact avec un monde avec lequel on n'a plus qu'un lien de consommateur, de produits qu'on va chercher dans un supermarché, dont on ne connaît plus le lien avec les éléments dont ils proviennent. Donc, effectivement, en ce sens, la littérature a, je pense, un grand rôle de reconnexion, de développement de l'imaginaire, et aussi comme de beauté, parce que tous les auteurs dont on parle là, il y a aussi une langue. Enfin, Nicolas Bouvier, tous les gens dont Bursechuin sont des gens qui ont une manière de réenchanter le monde. Et moi, je trouve, en tout cas dans le travail que fait Étienne, et même dans ce qu'il dit dans notre livre, ce que je trouve très intéressant dans sa démarche de scientifique, dans les choses qu'il m'a dites mais qu'il a écrit par ailleurs, c'est que quand tu parlais tout à l'heure de l'enseignement des mathématiques et de la capacité à l'abstraction, je t'écoutais en me reconnaissant totalement, ayant très très tôt lâché l'affaire. Mais ce que je trouve extraordinaire dans la manière qu'il a de promouvoir à la fois le fait scientifique et son regard sur le monde, c'est qu'il réenchante le monde. Dans notre livre, il m'a expliqué, et j'avoue que quand il m'a expliqué, je comprends parfaitement sur le moment, et après, mon esprit nul en science oublie très vite le raisonnement qui l'a amené à me l'expliquer très clairement. Il explique pourquoi il fait noir la nuit, et que notamment le lien que ça a avec la montagne. Et ce que je trouve très beau dans le passage que ça produit dans le livre, c'est qu'on pourrait croire que la science, par la rationalité, quelque part, désenchante un peu le monde. On vous explique les choses d'une manière extrêmement... voilà. Et ce que fait Étienne Eklund, par sa langue, et parce qu'il est aussi grand lecteur de poésie, c'est une manière, curieusement, à la fois de repousser les limites de notre connaissance, mais de redonner une poésie par la science au monde, notamment naturel de la montagne. C'est assez rare, je trouve. C'est une démarche... Et le monde naturel et son naturel, le rapport au mythe. Et le rapport au mythe, oui. Et sur le langage, je reviens à l'école. Il y a des littéraires qui pensent que la science, s'ils la fréquentent, va appauvrir leur sensibilité et réduire leur champ d'émotion. C'est tout l'inverse. Oui. Et ça, c'est encore une fois une situation dont je crois qu'elle est assez française. Il n'y a qu'en France qu'on peut considérer qu'on est d'autant plus un intellectuel qu'on est plus nul en sciences. Comme si le fait d'être nul en sciences était la preuve qu'on pense vraiment. Oui. L'exemple vient de haut. Sartre, par exemple, il n'a jamais écrit ni sur la science.
Sartre, il a connu la bombe atomique, la découverte de l'ADN, la mécanique quantique, il n'y a pas un mot, quoi. C'est comme si la pensée n'avait pas besoin de support, elle était autonome, elle ne se reconstituait qu'à partir de la lecture de ceux qui ont déjà pensé, sans qu'il y ait de faits positifs qui viennent la contraindre ou l'irriguer. Il parle aussi d'alpinisme, Sartre. Hein. Mais il n'a pas un propos assez ridicule sur la chute. Je crois que la montagne qu'il a faite plusieurs fois, c'est par la face nord, c'est la montagne Sainte-Geneviève. C'est ça, ouais. Avec le vent dans le dos. Et dans L'être et le néant, il y a un chapitre sur le vertige. C'est ça, ouais. Ouais, c'est à mourir de rire. François Milano, d'où vient la peur du vide? Non, elle vient de la peur de sa propre liberté. L'alpiniste a le vertige parce qu'il a peur que sa liberté le pousse à se jeter dans le vide. Et donc il y a deux questions, c'est est-ce que cette façon de penser la chose est vraie, et qu'est-ce qui, dans l'ascension de la montagne de Sainte-Geneviève, peut créer une telle idée? Bon, le vide, je ne sais pas si... Bon, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on va se faire voir un peu ailleurs, quoi. On va se faire voir ailleurs. Lire de la physique, c'est aller ailleurs que l'environnement immédiat, c'est des concepts, on quitte le réel pour mieux le comprendre, en fait. Contrairement à ce que Aristote pensait, c'est pas je regarde les trucs de loin et j'induis les lois des trucs à partir de l'observation. Il faut faire un pas de côté et il faut trouver une sorte de stratagème intellectuel pour que le monde décoïncide d'avec ce qu'il se montre, avec ce qu'il nous montre plutôt. Et on fabrique des concepts et on revient mieux armé pour l'interroger. Mais on n'est pas en train de patauger dans le monde tel qu'il est là. C'est ça que je trouve beau en physique. C'est en faisant un pas de côté par rapport au monde qu'on peut comprendre le monde. Comme s'il y avait deux mondes. Le monde empirique et le monde des outils, un peu comme chez Platon, qui permettent de s'armer de concepts pour le comprendre, pour revenir vers lui mieux armé, quoi. Et c'est Galilée qui a vraiment initié cette démarche d'expérience de pensée. Je ne fais pas tomber de corps, je réfléchis en faisant des expériences de pensée. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, il a compris que tous les corps tombent à la même vitesse. Mais il ne l'a jamais vu. Dans les livres, pour nous rassurer, on dit qu'il est monté au sommet de la tour de Pise. Et il a laissé tomber des objets de masse différente. Mais évidemment, il n'a jamais fait cette expérience. Puisque s'il l'avait faite, elle aurait montré que les corps ont des vitesses de chute qui dépendent de leur masse. Donc il n'a jamais fait l'expérience. Par contre, il a réfléchi. Il a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée, en disant je fais l'hypothèse qu'Aristote a raison quand il dit que les grosses pierres tombent plus vite que les petites pierres. Ça, c'est l'hypothèse. Et lui, il imagine une situation dans laquelle il va relier la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Donc il fait un système qui est plus lourd que la grosse pierre, toute seule. Que dit Aristote si on lui dit qu'on va lancer le système dans le vide? Enfin non, d'une certaine hauteur. Mais il va dire que l'ensemble formé par les deux objets est plus lourd que la grosse pierre. Toute seule, donc ça va tomber plus vite. Mais la petite pierre, pendant la chute, comme elle tombe moins vite, elle va tendre la corde et ralentir, elle va faire parachute en fait, elle va ralentir la chute de la grosse pierre. Donc Galilée comprend que si on croit à Aristote, dans l'expérience qu'il a imaginée, il y a deux conclusions qui se contredisent. Et comment résoudre le paradoxe en disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce qu'on voit. C'est ça qui est fabuleux. Ici, on va se faire voir ailleurs pour avoir des arguments permettant de critiquer ce qu'on voit. Et donc de le comprendre autrement que ce que l'observation nous avait permis d'induire de façon directe. Merci beaucoup. Voilà. À vous deux. Merci.